Bonjour à tous, bonjour Xavier. Après les incendies catastrophiques de cet été, le réchauffement climatique laisse craindre le pire pour les années à venir et de nouveaux feux hors normes. Alors dans ces conditions, une question se pose, quel avenir pour la forêt? On en parle Xavier avec nos deux invités aujourd'hui. Avec nous autour de ce plateau, Édouard Bintéjac, bonjour. Alors Bonjour. je vous présente, vous êtes sylviculteur, président de la coopérative forestière Alliance et Forêt-Bois. C'est 43 000 adhérents sur la façade ouest du pays, avec une spécificité, on en parlera, c'est évidemment le massif des Landes. Avec nous également, c'est écrit dessus, le directeur de l'ONF Nouvelle-Aquitaine, Éric Constantin. Bonjour, merci d'être avec nous pour participer à ce débat et se projeter un petit peu dans l'avenir. Alors avant de se projeter, on va tirer les leçons des incidents de cet été. Quelles leçons, vous, Édouard Bintéjac, vous tirez au fond des feux qui ont dévasté la Gironde? On est autour de 30 000 hectares, Jefferson le disait. On est à près de 30 000 hectares, ce qui est absolument considérable. Le dernier grand incendie de cette ampleur remonte à 1949. Habituellement, on a quelques centaines d'hectares brûlés tous les ans. Donc aujourd'hui, quelques centaines, on passe à près de 30 000. C'est absolument considérable et pour nous quasiment jamais vu. Alors quelles leçons en tirer? C'est difficile de tirer des leçons au bout de quelques semaines. Je crois qu'il faut quand même se dire que les feux, on arrive à les éteindre sur des feux naissants, sur des petits feux. Il faudrait qu'on ait plus de moyens aériens pour cela. C'est la vraie question qui a alimenté toute cette séquence d'incendies hors normes, puisqu'on a vu des renforts européens arriver, des Canadair venant de toute l'Europe, notamment d'Italie, de Grèce, qui sont venus prêter main forte aux pompiers français. Ils ont fait un travail formidable, mais ils sont arrivés déjà assez tard après la naissance de ces feux hors normes. On aurait eu quelques Canadair sur place, on aurait peut-être pu éteindre ces feux plus rapidement. Sachant qu'ils ne sont pas basés ici, les Canadiens. Voilà. Oui, il faut préciser qu'ils sont basés à Nîmes. Il y a 20 ans, on avait sur la France 24 Canadair. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12, dont 8 en état de marche, et ils ne sont pas basés près de ce grand massif des Landes de Gascogne, qui est le plus grand massif résineux d'Europe. Pour vous, c'est une hérésie, au fond. Le plus grand massif résineux d'Europe et pas de moyens de lutte anti-aérien. Oui, il faudrait absolument qu'on ait 1 ou 2 Canadair en permanence qui stationnent pendant la période chaude, du printemps à l'automne, qui puissent démarrer à tout instant et éteindre ces feux naissants. À côté de ces 3 feux hors normes, on a eu des dizaines de feux naissants qui ont été éteints grâce à des Canadair qui étaient à ce moment-là sur place ou grâce à l'action des pompiers. Donc on oublie ce manque de moyens. Ça, c'est le premier point. Alors, il y a un autre point qu'on va aborder avec vous, Éric Constantin, c'est qu'on a aussi des événements contraires qui se sont additionnés et des conditions, au fond, qu'on n'avait jamais vues, parce que tout ça, ces feux hors normes n'existaient pas avant ce 12 juillet 2022. Rappelez-nous, donc, chaleur extrême, manque d'eau, enfin, il y a tout qui part mal, quoi. Tout à fait. Là, on a eu aussi des conditions hors normes qui ont généré ces feux hors normes. On a eu des conditions de température extraordinaires. Souvent, nos collègues de la défense de la forêt et des incendies considèrent qu'il y a la règle des 30, 30, 30. Plus de 30 degrés, moins de 30% d'humidité et plus de 30 km/h de vent. Voilà. Donc là, on était bien au-delà de ça. Vous savez qu'on a eu des 40 degrés, on a eu des taux d'humidité de 10%, avec des températures de 40 degrés, et en même temps des vents complètement variables et tournants. Voilà. Donc ces feux hors normes résultent aussi de conditions totalement hors normes en matière de climat, de température, de taux d'humidité dans la végétation et dans l'air, et des vents extrêmement tournants. On l'a connu tous les deux sur les PC de crise, effectivement, de voir la difficulté de caler une stratégie par rapport à ça. Donc effectivement, on a été dans des conjonctions vraiment extrêmement négatives qui ont conduit à cette situation, encore une fois, hors norme. Alors justement, il y a la question du réchauffement climatique qui sous-tend un peu tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se préparer à des étés similaires en Gironde? Parce que là, on le disait, alignement des planètes totalement défavorable. Mais alors, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que ça va être la routine? Alors, d'aucuns disent, notamment les scientifiques, effectivement, nous avons connu à l'été 2022 les conditions qui peuvent prévaloir en 2050. Donc ça doit nous interpeller sur nos pratiques, sur notre gestion, sur nos modes de gestion, y compris de tous les équipements, de la lutte contre le feu, etc. Donc cet été hors norme est une opportunité pour effectivement envisager la suite et l'avenir qui nous est promis dans ces contextes-là. Alors justement, on va parler de l'avenir, parce que la question c'est ça, c'est quel avenir pour la forêt et quelle forêt demain dans ces conditions-là. Édouard Bintéjac, d'abord une question très pratique, 30 000 hectares de brûlés sur presque 1 million de surface totale pour ce massif des Landes de Gascogne.
qu'est-ce que ça devient ce bois brûlé? Vous en faites quoi? Est-ce qu'il est perdu? Dites-nous juste un petit peu comment les sylviculteurs vont faire avec ça. Et Éric Constantin, vous nous dire aussi quelles sont les conditions au sein même de la forêt, les conditions sanitaires que pose ce bois brûlé. Tout dépend d'abord de l'âge des peuplements. Vous savez qu'on a eu 2 tempêtes en 1999 et 2009 et qu'on a donc des peuplements jeunes. Les peuplements qui ont moins de 12 ans ne sont pas exploitables. Donc là, c'est une perte sèche. Donc ça, le bois, on ne peut plus le récupérer. Ouais, on a entre 35% à peu près des zones incendiées qui sont de moins de 12 ans. Donc 35% des zones incendiées, c'est perdu, c'est perte sèche. Il faut broyer, écraser. Le bois n'est pas exploitable. Sur le surplus de ces peuplements, on a des bois qui sont donc marchands. Tout dépend de l'état du bois brûlé. Si le bois a été légèrement brûlé, comme ce sera le cas certainement sur la majorité des peuplements, c'est-à-dire que le bois a été léché, le feu est allé après plus loin, le bois va être exploitable à condition de pouvoir le sortir assez rapidement. On commence cette semaine seulement à sortir le bois. Pourquoi? Parce qu'il fait un peu moins chaud et jusqu'à présent, on n'a pas pu rentrer dans les parcelles. Il y avait encore du feu sous-jacent dans la tourbe, dans les racines. C'était trop dangereux, on remettait le feu en y allant. Donc on ne pouvait pas y aller. Donc on commence à exploiter. Et là, en fonction de l'état du bois, il va pouvoir être vendu en papeterie. Il va quand même y avoir une exploitation à des prix, nous espérons, proches du bois vert. Mais il y a quand même une grosse perte sèche pour le propriétaire. Alors, on se tourne vers vous, le spécialiste, enfin vous êtes le gestionnaire, Éric Constantin. Quelles sont les conséquences là de l'incendie? Jefferson l'évoquait. Ça fait quoi de voir tous ces arbres brûlés aux côtés d'autres parcelles qui, elles, n'ont pas été touchées par le feu? C'est un danger? Oui, c'est un danger parce qu'effectivement, dans ces grandes surfaces qui ont été incendiées, il y a des arbres qui sont morts, il y a des arbres qui sont fragilisés, et tout être vivant fragilisé peut être contaminé de façon plus importante et permettre la pullulation de différents, je vais les appeler prédateurs pour un terme générique, ça peut être des champignons, et surtout, on l'a bien connu à l'issue des tempêtes, le risque scolite, qui peut entraîner des dépérissements massifs. Donc, outre l'objectif, effectivement, de valoriser tout ce qui peut l'être dans des bons délais, il y a aussi une course contre la montre pour éviter la pullulation de ces prédateurs, si je puis dire, et éviter que par pullulation, ils viennent attaquer les arbres verts restants et entraînant un deuxième effet négatif et un deuxième impact sur les forêts. Donc, ce que vous dites, Éric Constantin, c'est qu'il y a un risque sanitaire. Absolument. Donc nous, on en était restés aux dégâts de l'incendie. Et ce que vous dites derrière, c'est qu'il peut y avoir une deuxième couche pour les sylviculteurs, pour tous ceux qui sont liés de près ou de loin à la forêt, et qu'il y a un vrai risque sanitaire, c'est ça? Tout à fait. Et on a eu, encore une fois, en mémoire, l'épisode de 2009, la dernière fois, où après les volumes énormes mis à bas par la tempête, il y a eu 30 000 hectares de plus contaminés par les scolites, de dégâts supplémentaires, d'arbres verts qui étaient toujours sur pied. Donc on a ça en mémoire, les propriétaires, les gestionnaires, et le but de la course contre la montre qui est engagée, de la récolte, c'est avant le printemps 2023, compte tenu du cycle de reproduction de ces petites bébêtes, on puisse avoir nettoyé, fait ce qu'il fait, et limiter la pullulation pour minimiser, voire annihiler, je dirais plutôt minimiser, toute humilité, le cycle de pullulation de ces insectes et éviter un deuxième effet négatif sur les peuplements restants. Pardon, Xavier. Non, mais... Simplement, juste pour revenir sur cette question, vous posez la question de l'entretien. Au fond, on va écouter Elisabeth Borne quand elle est venue à Ostens cet été sur les incendies. Voilà ce qu'elle disait, notamment, elle disait qu'il va falloir qu'on commence aussi à faire respecter les lois en matière d'entretien, de défrichement. Écoutez la Première ministre. Dans un premier temps, c'est important que les lois en termes de débroussaillement se mettent en œuvre, et certainement on y sera plus vigilant. Vous savez qu'il y a des rapports parlementaires sur le sujet qui font des propositions. Il faudra qu'on regarde comment on est plus vigilant sur la mise en œuvre de ces obligations de défrichement. Alors, vous avez entendu la Première ministre s'exprimer. La question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont la forêt était défendue, je pense aux pare-feux, aux chemins qui ont été tracés, à travail qui est conduit avec DFCI, était satisfaisant? Alors, quand on écoute Madame la Première ministre, elle parle de débroussaillement. Elle fait allusion à des lois qui doivent être respectées, et je pense qu'elle fait allusion à plusieurs dispositifs. Le premier, c'est quand vous avez une forêt qui est
aux abords de maisons, ce qui est en fait assez régulièrement le cas en zone rurale, puisque vous avez des lotissements, vous avez des maisons, et puis à un moment donné, il y a la forêt qui commence. Donc il y a bien une limite entre ces maisons et cette forêt, et les textes prévoient, et sont très clairs à ce sujet, que ce sont les propriétaires des maisons, les habitants, qui doivent débroussailler aux abords de leur maison, au-delà même de leur limite de propriété. Est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce que les habitants le savent quand on habite à Ostens, à Landiras, Alors, dans ces territoires-là où on vit avec la forêt, on vit dedans au fond? Alors il y a des communications à ce sujet, il y a des moyens de les informer, mais ils rechignent à le faire parce que ce n'est pas chez eux. Et puis le temps passe, les populations évoluent, il y a des ventes, et puis c'est pas fait. Voilà. Donc je pense qu'il faut insister sur ces législations pour que effectivement le débroussaillement aux abords puisse faire. C'est pour protéger les maisons, hein, tout simplement. Là, c'est même pas pour protéger la forêt, c'est pour limiter les risques de propagation de l'incendie. Et puis après, vous avez des règles dans le cadre de la gestion forestière, dans le cadre de la gestion des forêts privées notamment, des obligations de débroussaillement. Voilà. Alors, donc là-dessus, il y a encore un vrai travail à faire. C'est ça, Éric Constantin, ce que vous dites aussi, vous, pour l'ONF, pour les particuliers, ceux qui nous regardent, qui vivent autour de la forêt, qui vivent dans la forêt, qui ont des bois près de chez eux, vous dites ça, faites-le, c'est important? Tout à fait. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. On l'a vécu. Édouard Bendéjac disait tout à l'heure que ce qui est important, c'est de prendre le feu au départ du feu. Ces obligations légales de débroussaillement permettent effectivement de limiter la propagation du feu. C'est ce qu'on appelle obligation légale de débroussaillement. C'est prévu par la loi. Les collectivités en sont responsables. Ceux qui doivent le mettre en œuvre, c'est les propriétaires privés. Mais il y a tout un travail d'animation manifestement à faire là-dessus pour protéger, comme disait Édouard, nos habitations, mais également la forêt, puisque c'est l'interface forêt-habitation qui est fondamentale, et y compris le long des routes et les voies dessertes, où il y a beaucoup de travail à faire et qui est fait également. Voilà, là, c'est ce que j'allais rajouter. Il faut également se reposer des questions. Il y aura des réunions de concertation pour ça. On parle de zones anti-mégots le long des routes. On parle de débroussaillement le long des routes pour éviter qu'un mégot lancé par une fenêtre, par un touriste passant, ce qui est inacceptable, mais qui est aussi de temps en temps la réalité. Hein. On sait que sur 10 feux, 9 feux sont d'origine criminelle, humaine, accidentelle, on dira. Bon, le feu ne part pas tout seul, sauf avec la foudre. Oui. Voilà, c'est un feu sur 10. Alors, vous voulez terminer peut-être? Non. Bon, alors, on va aborder un autre sujet. Avant de savoir quelle forêt on replante, parce qu'on voit le débat est en train de prendre. La première question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir replanter une forêt? Aujourd'hui, voilà, vous le disiez, là, on est en train de commencer à travailler, extraire les souches. Et en fait, on peut replanter quand? Alors, il faut déjà nettoyer et il faut temporiser avant de pouvoir replanter pour gérer aussi un risque sanitaire qui est lié à d'autres choses, donc laisser un petit peu reposer la forêt. Et donc, il est difficile d'envisager des replantations effectives sur le terrain avant l'automne 2023. En fait, vous travaillez sur du temps long, c'est ça votre équation temporelle qui est un peu compliquée? La production de la forêt est un cycle long. Il faut plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir récolter ce que l'on plante ou ce que l'on sème. Donc pour pouvoir replanter et être efficace, éviter les risques sanitaires dont Éric parlait tout à l'heure, il faut attendre au moins 1 an après avoir coupé et sorti le bois incendié en l'occurrence. La terre est encore chaude, vous le disiez, il y a des reprises de feu. Et cet été au PC à Ostens, tout le monde disait on a peut-être jusqu'à début octobre des reprises de feu. Comme il n'y a toujours pas eu d'eau, la terre est encore chaude, les reprises ne sont pas à exclure. Pour l'instant, la replantation, c'est voilà, pas... En fait, quand on va couper le bois, il reste encore des racines, il reste encore du bois mort. Il faut que tout ça se repose, voilà, avant de pouvoir replanter. Alors, donc, question pour vous deux, on replante quoi? Parce que là encore, quand la Première ministre Elisabeth Borne est venue à Ostens, elle a évoqué ce sujet en disant on va peut-être regarder ce qu'on peut mettre comme autre essence dans le massif. Or, quand on discute avec les professionnels, notamment Jean-Luc Glaise le rappelait, le président du département le rappelait dans Sud-Ouest, s'il y a du pain maritime à cet endroit-là, c'est pas un hasard. Il y avait des marécages, c'est l'essence qui est la mieux adaptée. Qu'est-ce que vous dites, vous, à l'ONF, Éric Constantin? Je pense qu'effectivement, il faut se projeter, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la gestion de la lutte, etc., sur les 2050, et tous les forestiers travaillent sur l'impact du changement climatique et les choix qu'on a à faire. Comme disait Édouard Bendéjac, on travaille dans le pain maritime, c'est des cycles de 50 ans, et c'est une des essences, la croissance la plus rapide sur le niveau national. Donc pour vous dire qu'il faut qu'on imagine, entre guillemets, ce qui va se passer, et on travaille beaucoup avec la recherche et les scientifiques là-dessus, sur la connaissance des espèces. Il se trouve que le pain maritime, puisqu'il s'agit de lui notamment, est une essence particulièrement adaptée au contexte que l'on a aujourd'hui, d'une part de sol et de conditions de station que l'on a sur les Landes, milieu très sableux, des périodes de sécheresse, des périodes d'inondation,
des grosses températures, des variations de température importantes, et qui est une espèce d'ailleurs qui est présente du Maroc jusqu'au Val de Loire, donc il nous montre cette élasticité géographique. Donc le pin maritime est une espèce adaptée à ces contextes-là. Ensuite, la diversification, on y travaille tous, parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'études qui nous montrent que de créer du mélange, ça peut renforcer la résilience de ces peuplements. Et ensuite, donc, il nous appartient de trouver des espèces qui soient adaptées aujourd'hui et dans 50 ans au contexte que l'on a aujourd'hui et que l'on aura demain. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent et que les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Plus compliqué parce qu'on parle de chêne, on parle d'eucalyptus. Enfin bon, aujourd'hui c'est un peu la foire. On regarde beaucoup sur le chêne liège, qui est une espèce présente aussi dans le massif, mais qui n'est pas si facile que ça à implanter. Donc il faut que l'on travaille là-dessus. On travaille tous là-dessus. On travaille au-delà des essences sur la façon de structurer, renforcer des haies, travailler sur du mélange à l'intérieur, etc. Donc en forêt publique, on va essayer d'expérimenter un petit peu plus parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'un propriétaire privé, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais on travaille aussi mais avec les coopératives, avec l'INRA. On a la chance d'avoir des scientifiques en nombre sur le domaine forestier à Bordeaux et en périphérie. Éric Constantin, par rapport à la question des incendies, que l'on mette du pin maritime, du chêne liège ou n'importe quelle autre essence, quel est le... Ça brûle moins ? En quoi cette question de replanter quelque chose d'autre peut aider dans la lutte contre l'incendie? Parce qu'on imagine que si le feu part dans une forêt de chêne liège, on aura des pertes tout pareil, ça restera du bois qui brûle, non? Enfin, je pose la question de manière très brutale et très simple. Et quand vous avez des feux hors normes comme ceux que l'on a connus cet été, tout brûle. Donc, est-ce que ce débat est pertinent, Édouard Bentajac, vous, le sylviculteur? Mais tous les débats sont pertinents. L'idée est d'échanger, de trouver des solutions. Moi, je pense comme Éric Constantin que le pin maritime, qui est une espèce autochtone, est la plus adaptée. Donc, d'une manière... On va résumer, il se contente de sol pauvre, il résiste à la chaleur. Il résiste au froid. L'hiver, il peut faire froid. Et donc, dans une perspective de réchauffement climatique, il résiste à la pluie, on a quand même l'impression que vous avez quelque chose là dans les mains qui est à peu près adapté, y compris pour les conditions des années à venir. Oui, parce qu'il supporte cette latitude. Éric parlait du Maroc. En fait, il y a beaucoup de pins maritimes au Portugal et au nord du Maroc. Donc, c'est une espèce qui est adaptée à une chaleur plus importante ou plus longue que celle que l'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que majoritairement, le reboisement se fera en pin maritime. Après, néanmoins, il faut aussi tout étudier. Un peu de diversité, des lisières en bordure de ces parcelles de pins pour pouvoir freiner la progression du feu, le cas échéant. Voilà, il faut qu'on tire les leçons. Ça veut dire qu'il faut redessiner parce que Xavier parlait tout à l'heure des pare-feux, des chemins qui traversent la forêt. Est-ce que là, maintenant... Ça concerne les infrastructures, c'est encore un autre élément. Mais là, vous, c'est la question qu'on pose. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'au fond, en lisière de parcelles, on met des chênes? Puisque si on prend le modèle de l'Erial landais, par exemple, on sait qu'il y a la forêt de pins, il y a un espace d'herbe qui permet de protéger, de couper le feu, des chênes, et ensuite qui protège la maison. Alors je sais que c'est un modèle qu'on ne peut pas dupliquer à l'échelle d'une forêt industrielle. Le feu naissant, mais quand vous avez un feu, ou des feux comme ceux que l'on a eus, regardez les maisons à Joué, à Belin-Bélier qui ont brûlé, c'était des maisons avec un erial, avec des chênes, ça a brûlé tout autant. Donc ça permet sur un feu naissant de pouvoir ralentir éventuellement une progression. Donc de la diversité, des ripisylves, c'est-à-dire des zones humides que l'on respecte, que l'on préserve pour pouvoir ralentir la progression d'un feu. Oui, après c'est néanmoins le pin maritime qui sera le roi parce des Landes. Que le roi des Landes, je sais pas, mais c'est l'espèce finalement la plus adaptée parce qu'elle supporte ces écarts. Alors, en tout cas, il y a un autre enjeu, c'est que la forêt est un excellent piège pour le carbone. Il y a une dimension écologique. Dans la perspective du réchauffement climatique, on a besoin de forêt. Désormais, c'est complètement acté. Ces 30 000 hectares de perdus, vous avez dit, il va falloir le replanter, mais il va falloir attendre presque un an avant d'envisager ça. Est-ce qu'on perd quelque chose sur cette dimension carbone là? Est-ce que c'est quantifiable? Oui, mais on ne peut pas trop en dire plus. Qu'est-ce que vous nous dites, Éric Constantin, sur cette dimension, la vertu écologique de la forêt? C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Effectivement, le bois, n'oublions pas qu'aussi le bois, c'est la meilleure façon de stocker du carbone. C'est une des solutions à nos questions d'aujourd'hui. Bon, là, il est parti en fumée
un certain nombre. Donc ça, c'est l'effet négatif, je dirais, de la chose. Mais la reconstitution va réactiver la pompe à carbone. Et d'ailleurs, on se situe parmi les hypothèses de travail sur l'aspect, entre guillemets, aide à la reconstitution, sur des aspects label bas carbone, etc., pour rappeler et matérialiser donc le rôle et la capacité de la forêt à réabsorber du carbone. Donc effectivement, tous les jeunes peuplements là, vont réactiver une pompe à carbone, mais il est clair que tout ce qui est parti en fumée, ben là, ça a rejeté le carbone dans l'air. C'est la problématique de la forêt amazonienne à une autre échelle, mais effectivement, voilà. Donc là, on va le reconstituer. La forêt reste une solution, le bois reste une solution, d'où il est important de reboiser. Il est important de reboiser avec des essences qui stockent le plus de carbone, etc., parce que ça, c'est un enjeu national. Donc voilà, et le pain maritime, pour cela, est une solution, comme d'autres espèces. Donc on aborde tous ces aspects. Je crois que le carbone est bien présent dans nos stratégies, dans nos réflexions, c'est certain, et aussi dans nos moyens pour pouvoir reconstituer cette pompe à carbone, entre guillemets, que constitue la forêt, dans un contexte aussi d'une biodiversité qui est bien présente dans nos massifs, que ce soit au niveau de la Lune, que ce soit au niveau du plateau landais. Alors Édouard Mintejac, on parle de reboisement. On a vu qu'on n'allait pas le faire tout de suite, plutôt à l'automne 2023. Il y a débat, enfin en tout cas, la question va être tranchée de comment on diversifie les espèces. Et la question, c'est qui paie ? C'est vous, propriétaire ? Là, je suis sylviculteur, j'ai ma parcelle qui a brûlé. C'est moi qui vais devoir financer le replantage ? Une perte sèche. Donc, le système d'assurance, c'est comparable aux viticulteurs qui prennent la grêle et qui sont pour la plupart pas assurés, ou c'est autre chose ? Oui, c'est comparable. Après, vous pouvez avoir certains sylviculteurs qui sont assurés. On a à peu près entre 20 et 30% des sylviculteurs qui sont assurés, mais les assurances, ce sont des assurances perte d'exploitation avec des forfaits qui ne couvrent bien entendu pas la réelle perte d'exploitation, puisqu'en fait, elle est considérable, cette perte d'exploitation. Donc on peut comparer, oui, un peu ces assurances ou ces absences d'assurance avec la viticulture. C'est une perte sèche pour le sylviculteur, et le reboisement, c'est le sylviculteur qui doit payer. Donc on a sollicité l'État, on a eu des annonces qui ont été faites. On espère que ces reboisements de zones incendiées pourront être inclus dans le plan de relance qui existait déjà depuis quelque temps avec les assises de la forêt. Est-ce que ça appelle une autre question ? C'est les conséquences économiques. Aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour pouvoir les mesurer. Est-ce qu'il va y avoir la fin de la casse ? Le terme n'est pas très heureux. Il va y avoir des conséquences économiques importantes, des conséquences immédiates. Alors pour l'adhérent propriétaire privé et le sylviculteur, sa perte sèche. Pour les industriels, pas de bois depuis 45 jours. C'est-à-dire que pas de livraison, donc il y a déjà une perte immédiate, moins de bois dans les années à venir. Et pour toutes les entreprises de travaux forestiers, la coopérative, mais aussi les autres entreprises, moins de travaux. Ça fait 45 jours que personne n'a travaillé. On ne pouvait pas accéder à la forêt. Zone de vigilance rouge, orange, tout le monde est à l'arrêt. Alors, il nous reste 3 minutes. Si on veut se projeter un peu plus loin, vous aviez évoqué tout au long de ce débat la tempête de 99 et celle de 2009 qui ont vraiment, là, pour le coup, mis au supplice le massif landais dans des proportions qui n'ont rien à voir. Je crois qu'on parle de 400 000 hectares impactés en 2009 pour la dernière grande tempête. C'était Klaus, c'est ça, Édouard Mintejac et Constantin. Malgré ces catastrophes-là, la forêt s'est relevée. Est-ce que ces incendies hors normes, qui, pour l'instant, on reste sur 2022, on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais en tout cas, est-ce que les exemples des tempêtes montrent que la forêt peut résister encore, sachant que là, elle est de nouveau fragilisée ? La forêt était là avant nous, elle sera là après nous. Je crois qu'il faut avoir confiance en la nature. Simplement, ces incendies nous font prendre conscience... Alors, je pense qu'on en avait déjà conscience, mais à un public plus large, que la forêt est fragile et qu'il faut y faire attention. Donc beaucoup de prévention, il faudra communiquer autour de ça. La forêt est fragile, donc elle va se renouveler. Sachant que s'il y a une tempête cet hiver, un gros coup de vent, avec ce qui s'est passé dans le massif cet été, il peut y avoir de la casse. C'est aussi une des perspectives, Éric Constantin ? Une perspective, j'espère que non, mais c'est une hypothèse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la forêt est un milieu naturel qui est soumis aux événements. Et parmi les événements aujourd'hui qu'on peut avoir, on a ceux que l'on a connus cet été, comme je disais tout à l'heure, avec des conditions de température, etc. Et on peut avoir des tempêtes. 99, 2009,
j'espère ne pas avoir à dire 2023. Voilà. 10 ans La d'intervalle. grêle, vous avez aussi un sinistre grêle dans le Périgord et dans le Nord-Gironde au mois de juin. On a des milliers d'hectares qui sont sinistrés. Alors, De forêt. Hein. De forêt. De forêt, oui, au même titre Oui. que la vigne et tout. Enfin, tous les incidents climatiques en attestent. Ben, justement, pour reprendre en compte cette problématique de la forêt, aujourd'hui, pour faire simple, elle est à cheval la question de la forêt est à cheval entre deux ministères. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Alors, comme le disent certains, il y a un ministère qui est très prescripteur et un autre qui est très financeur. Ça, c'est le débat. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce que vous n'appelez pas de vos voeux la création d'un secrétariat d'État, d'un ministère de la forêt, au même titre qu'il y a un secrétariat d'État à la mer aujourd'hui? La forêt, comme beaucoup de domaines, est un sujet transversal, puisque ça touche l'écologie, l'économie. Ce serait bien d'avoir un interlocuteur unique. Oui. Vous ne pouvez pas trop en parler, mais quand même, non, on mais pose la question. Je rejoins effectivement la transversalité de la forêt, et on le voit de plus en plus, et nos concitoyens attendent de plus en plus de la forêt. C'est une dimension économique, c'est une dimension sociétale, c'est une dimension environnementale, effectivement. L'ONF a une co-tutelle, d'ailleurs, du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement. Donc voilà, je pense que la transversalité évoquée à l'instant par Édouard apparaît de plus en plus au niveau de la forêt. La structuration politique ne m'appartient pas. On a bien compris que l'ONF revenait dans le jeu à la faveur de ces incendies. Voilà, ça a été évoqué par tous ceux qui sont venus en Gironde, de la Première ministre, notamment au chef de l'État, l'ONF. La question est sur la table pour le rôle de cet organisme. Merci Édouard Bantéjac d'être venu sur ce plateau nous parler de la forêt de demain. Éric Constantin, directeur de l'ONF, merci également. De toute façon, le sujet n'est pas fini. On aura l'occasion d'en reparler tout dans les mois à venir parce que, vous l'avez dit, d'abord, la situation n'est pas encore complètement stabilisée. Il y a des reprises de feu encore jusqu'au mois d'octobre. S'il ne pleut pas, la situation restera tendue dans le massif forestier. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Xavier, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.